bonjour à tous. Donc on va démarrer, même si tout le monde n'est pas encore tout à fait installé, parce qu'on a un timing à respecter. Donc c'est parti. On vous présente avec Léa. Je m'excuse Léa de t'avoir emmenée sur cette scène. Léa n'a pas forcément envie, mais on va le faire quand même. Donc c'est parti. Donc l'architecture d'entreprise et le numérique responsable, les deux font la paire. Donc moi je suis Dorine Periola, je suis architecte du système d'information à la métropole de Bordeaux depuis 6 ans. Et on accompagne les projets de la mise en production des services en impliquant la sécurité du SI et le pilotage du portefeuille stratégique projet. Notre raison d'être, c'est d'œuvrer pour une culture commune, pour pouvoir partager. Tout à l'heure dans la keynote, j'ai oublié son prénom. Anne-Sophie parlait d'un cadre, d'exigence. Voilà, nous, notre boulot principal, c'est de faire partager ce cadre avec nos collègues. Et notre mantra, dédicace à mon directeur, c'est transformer la contrainte en valeur. À toi Léa. Donc Léa Roland, ravie d'être présente sur cette scène. Je suis responsable du service usage numérique à Bordeaux Métropole et je pilote la stratégie numérique responsable depuis 2021. Donc la mission du service usage, c'est de s'assurer que l'environnement numérique de travail des agents est au plus près de leurs besoins. Tout en étant soucieux de maîtriser les impacts environnementaux, sociaux et sociétaux induits par le numérique. On a adopté une politique numérique responsable récemment, fin septembre, pour Bordeaux Métropole, dont l'objectif est d'adopter un juste équilibre entre la valeur des services et des équipements par rapport à leurs impacts. Et notre mantra, parce que je me suis collée à la présentation de Dorine, donc notre mantra, c'est questionner le besoin. Alors, le sommaire de la présentation du jour, on va contextualiser un petit peu tout ça, parce que c'est assez important pour comprendre notre démarche et pourquoi les deux vraiment font la paire, le numérique responsable d'un côté et l'architecture. Après, on va vous faire un petit peu de contexte aussi sur le numérique responsable. Qu'est-ce que c'est? Comment on l'a implémenté à Bordeaux Métropole? La même chose que côté architecture d'entreprise, parce que ce n'est pas forcément évident, ça ne parle pas à tout le monde, ce que c'est l'architecture d'entreprise. Et on va vous démontrer un petit peu comment, avec des actions concrètes, les deux font vraiment la paire. Donc, contexte et enjeu. La métropole de Bordeaux. Donc, il y a eu la loi MAPTAM en 2014 qui a créé les métropoles et la mutualisation des compétences. La métropole de Bordeaux, du coup, est née en 2015, après 40 et quelques années de communauté urbaine de Bordeaux, qui était précédente. C'est un territoire aujourd'hui de 28 communes. Et le choix qui a été fait, c'est un choix innovant, c'est un choix d'une mutualisation à la carte, qui a pour objectif de proposer à l'ensemble des communes un périmètre très large des compétences à mutualiser. Depuis 2015, on a eu 7 cycles de mutualisation. Et aujourd'hui, la compétence SI, c'est 18 communes et la métropole. Et une de plus en janvier de l'année prochaine. Et ce qui est bien écrit, c'est que la compétence SI, aujourd'hui, c'est un prérequis pour mutualiser d'autres compétences, les métiers. Vous ne pouvez pas mutualiser aujourd'hui la compétence RH sans mutualiser le numérique. Vous ne pouvez pas mutualiser les finances, les bâtiments, ce genre de choses. Dès qu'il y a une application sur laquelle il y a du numérique, et forcément, la compétence numérique, c'est un prérequis. Les chiffres clés, vous les connaissez sans doute, vous êtes sans doute presque tous du territoire, 28 communes, 800 000 habitants, et 57 000 hectares. Les autres, on les passe parce qu'on a un timing à respecter. Léa, pour la DGNSI. Voilà, donc nous sommes une direction générale, donc c'est important de le noter, parce que ce n'est pas le cas de toutes les directions informatiques. Et on est une assez grosse direction informatique, pour une des plus grosses pour une collectivité en France. On est 350 agents, avec aussi un renfort externe ponctuel selon les projets. Et il y a 10 directions dans cette direction générale. Je vous parlerai un petit peu après de la direction dont je fais partie, qui est la direction des communs. Donc, Dorine l'a dit, multi-collectivité, 18, bientôt 19. Beaucoup de métiers, donc plus de 450, ce qui se traduit assez logiquement par un énorme parc applicatif, donc un peu moins que quand il y a eu la mutualisation, parce qu'il y a convergence pour certaines d'entre elles, mais on en a encore 1300, donc c'est quand même assez complexe comme SI. On a un environnement numérique de travail donc pour environ 20 000 utilisateurs, un certain nombre d'équipements, etc.
Donc, on a mis aussi le chiffre de l'empreinte carbone, parce que, petite parenthèse, mais donc depuis 2021, on a lancé une mesure dynamique de l'empreinte carbone du système d'information. Et on le relance chaque année. Ça nous sert aussi à piloter notre trajectoire d'amélioration continue. Tout à fait. Nos enjeux, c'est comme on l'a vu tout à l'heure, la précédente présentation pour ceux qui étaient dans cet amphi, hein, un niveau d'exigence de plus en plus important avec tout ce qui est cadre réglementaire, RGPD, RGS, RG2A, RGESN, Anne-Sophie, si je ne me trompe pas, on a aussi parlé dans la keynote. Les risques cyber, on est les collectivités territoriales, des proies pour la cybermalveillance. On a des enjeux de maîtrise et d'efficience de notre SI. Vous avez vu, 1600 applications, le nombre d'utilisateurs, d'équipements. Voilà, il faut qu'on arrive à être efficient dans ces projets, dans tout ce qu'on fait. Et le contexte questionnant notre responsabilité, c'est plutôt toi, Léa, je crois. Mais je peux le faire si tu veux. Tu peux commencer. Ouais. Donc une digitalisation qui est généralisée. On le sait, hein, on le vit tous dans nos vies privées, mais aussi professionnelles. Le numérique est partout, parce qu'on ne dit pas le digital, on dit le numérique. Il est partout, il y a besoin de transparence, il y a les enjeux climatiques auxquels on doit faire face, et la fracture numérique aussi sur laquelle on doit agir. Il y en a un que j'ai oublié, c'est la souveraineté. Et on fait avec ce qui va arriver avec l'IA, dont parlait, je n'ai pas son prénom, la personne juste avant sur le RGPD. Là aussi, la souveraineté, elle va être un peu mise à mal avec ces technologies qui pointent le bout de leur nez et qui sont déjà là. Là, je te remplace pas, Léa. Là, c'est mon truc. Là, je peux pas. Donc, agir pour un numérique choisi et non subi. Donc, c'est ambitieux comme programme. Je veux bien que tu passes la slide. Merci. Alors, qu'est-ce que c'est le numérique responsable? Donc, on ne savait pas trop si tout le monde dans la salle le saurait. Donc, on s'est dit que c'était pas mal quand même de se le redire. Il vaut mieux répéter que d'oublier. Donc, c'est avant toute chose une démarche collective. Ça ne peut pas fonctionner si ce n'est pas en transverse. Ça ne marche pas avec quelqu'un tout seul dans son coin qui demande des choses. Donc, c'est beaucoup de collectif. C'est une amélioration continue. On part de quelque part et on essaie de faire mieux petit à petit, par itération, en expérimentant. Et le but, c'est bien sûr donc, de limiter les impacts environnementaux, sociaux et sociétaux induits par le numérique. Donc l'impact du numérique aujourd'hui, alors on ne va pas rentrer dans des débats de chiffres, hein, parce que les chiffres ne sont jamais les mêmes, vous le verrez si vous avez commencé à regarder le sujet. Mais grosso modo, voilà, c'est 4% aujourd'hui, mais ce qu'il faut surtout interroger, c'est les tendances, les exponentielles avec l'IA qui arrive, qui va avoir un impact. Anne-Sophie le rappelait ce matin justement, et aussi tout ce qui est IoT. Donc il y a une vraie vigilance à avoir sur une maîtrise des exponentielles. Voilà. Et c'est pour ça que le credo côté Bordeaux Métropole, c'est vraiment dans la maîtrise. Parce qu'il y a une réalité de parler de réduction au vu des tendances, ça serait vraiment compliqué. Ça ne veut pas dire qu'on ne le vise pas, ça veut dire qu'on a conscience des exponentielles qui existent aujourd'hui. Juste quelques ordres de grandeur. Donc là, c'est des chiffres issus d'une étude ADEME-ARCEP. Là, c'est au niveau de la France, pour le coup, cette vision-là. Le gros de l'impact, il est sur les terminaux utilisateurs. Voilà. La moitié de l'impact, ce sont les terminaux utilisateurs que nous avons tous les jours, du fait non pas de l'impact lié à un équipement, mais du volume que représente l'ensemble de ces terminaux utilisateurs et de leur durée de vie un peu compliquée, comme on l'a vu juste avant dans la conférence d'avant. Ça reste des équipements fragiles, plus ils sont high-tech, plus ils sont fragiles. Donc c'est vrai qu'un des gros enjeux du numérique responsable, il y a le questionnement du besoin et il y a l'allongement de la vie des équipements, la réparation, la réparabilité. Voilà. Déjà, quand on agit sur ça, on a quand même fait une grosse partie du chemin. Le numérique responsable à Bordeaux Métropole. Donc il y a un cadre réglementaire, et Dorine nous parlera après d'un autre cadre. Il y a un cadre qui a commencé donc, sur le mandat actuel avec 7 orientations numériques partagées, qui s'est poursuivi avec un plan climat, air, énergie territoriale, qui est géré par nos collègues de la direction de la transition, avec qui on est très en lien, bien sûr, puisque le numérique n'est qu'une partie de ce tout. Il y a un schéma de promotion des achats publics socialement et économiquement responsables qui a été adopté en 2021 et, comme je vous le mentionnais, une politique numérique responsable fin septembre, là, c'est tout neuf. Les exigences réglementaires, il y a les accords de Paris, dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler. Il y a aussi au niveau européen un ensemble d'éléments cadrants. Et puis au niveau de la France, donc, il y en a 2 lois dont vous avez entendu parler. Il y a la loi RIN qui
alors, c'est le biais des collectivités, mais donc du coup, pour les collectivités de plus de 50 000 habitants, c'est une obligation d'élaborer une stratégie numérique responsable au plus tard au 1er janvier 2025. Et puis, on parle aussi pas mal de la loi AGEC, puisqu'il y a aussi un certain nombre d'obligations pour des collectivités, notamment au niveau de l'achat, la proportion de reconditionnés dans l'achat des équipements réalisés, ou encore le pourcentage d'équipements reconditionnables en fin de vie. Et le RG2R, GESN, dont Dorine a parlé, dont Anne-Sophie a parlé ce matin, qui sont extrêmement structurants. La politique dont je vous parlais, c'est plus un axe qui est un axe d'évaluation et de pilotage. Donc un premier axe autour de la sensibilisation. On a pas mal de boulot, puisque du coup c'est une politique de sensibilisation, donc pas uniquement des agents, mais bien des habitants de Bordeaux Métropole. On aura notamment en mars 2024, je fais un peu de pub, hein, mais du coup un Digital Clean-up des grands publics, avec vocation de collecter des équipements qui ne sont plus utilisés, qu'ils soient fonctionnels ou non fonctionnels. Donc c'est une opération qui aura lieu sur la métropole sur tout le mois de mars. On a une politique pour atténuer la fracture numérique. Pareil, Anne-Sophie en parlait un petit peu ce matin, mais c'est un sujet clé dans les enjeux du numérique aujourd'hui. Et il y a une équipe à Bordeaux Métropole qui l'adresse depuis plusieurs années déjà. L'achat, c'est un levier extrêmement puissant. Et surtout, si nous, on a une ambition, mais qu'en fait, les titulaires des marchés, ils ne sont pas alignés avec, en fait, ça ne va pas fonctionner. S'il y en a un qui rame à droite et l'autre qui rame à gauche, on va perdre beaucoup d'énergie et au final, on ne va pas aboutir à grand-chose. Donc c'est vrai que le levier des achats est extrêmement important pour une collectivité telle que la nôtre. Et on a mis en place un closier d'achat avec des clauses numériques responsables. On itère petit à petit en amélioration continue. On n'a pas voilà, on gagne en maturité à chaque marché, on fait des retours d'expérience sur les clauses et puis on le fait évoluer. Optimisation et gestion des infrastructures logistiques, logiciels et services numériques. On a par exemple lancé un projet visant à faire des économies d'énergie, pour donner un seul exemple. Politique d'éco-conception et d'accessibilité, on va faire un focus juste après. De même que pour l'interopérabilité, la création de communs et politique d'évaluation. Sur ces trois axes-là, on va faire un focus pour venir vous donner quelques éléments plus concrets. Merci Léa. Et donc l'architecture d'entreprise, c'est quoi ce nouveau mot un petit peu? Parce que je pense que ça ne parle pas forcément à tout le monde. Tiens, d'ailleurs, petit sondage, ce n'était pas prévu. Qui a déjà entendu parler d'architecture d'entreprise? On n'est pas si mal. Ok, super. Donc nous, notre objectif, c'est d'agir pour un cadre de référence qui soit partagé et utilisé. Avant de parler d'architecture d'entreprise, on va quand même parler très rapidement d'architecture du SI. Parce qu'avant de faire de l'architecture d'entreprise, il faut savoir un petit peu ce que c'est l'architecture du SI. Donc très rapidement, de façon classique, on le modélise en 4 couches, le système d'information. La couche processus, une couche fonctionnelle, une couche applicative et une couche technique. La couche processus, elle apprend en entrée la stratégie et les objectifs des métiers. Et par le bas, on a la stratégie et les objectifs, pas du métier, mais techniques. Il y a un bug sur le slide. Et l'architecture d'entreprise, par rapport à ça, c'est quoi? C'est une démarche qui permet la maîtrise des projets de conception et d'évolution de l'organisation. Ce n'est pas un projet en plus, c'est vraiment une pratique complémentaire qui vient en plus des méthodes projet. Et là, on part vraiment de notre SI existant, on prend en entrée la stratégie d'entreprise, les opportunités technologiques, et on voit quelle route, quel chemin on veut prendre pour définir et piloter la transformation du numérique et de l'organisation, optimiser la valeur du SI vis-à-vis des métiers. Pour ça, le premier élément qui est nécessaire pour pouvoir faire de l'architecture d'entreprise, c'est avoir un cadre de référence. Sans cadre de référence, vous pouvez vous dire que vous en faites, mais par rapport à quoi? Par rapport à qui? Par rapport à quelle conformité, quelle réglementation? Ce cadre de référence, il est là pour maintenir la connaissance du SI et en assurer la transformation. Si on ne sait pas d'où on part, on ne sait pas où on peut aller. Pour garantir la cohérence du SI et son alignement avec les orientations à la fois de l'organisation et les orientations stratégiques des métiers. Ce cadre, il ne peut pas être hors sol. Il faut qu'il soit né de la collaboration, de la contribution avec l'ensemble des acteurs, qu'ils soient techniques, qu'ils soient métiers, qu'ils soient réglementaires, la partie DPO, etc. Et surtout, il doit être utile,
donc utilisable, et surtout derrière, utilisé. Pour ce faire, il y a 2 actions qui sont majeures dans le rôle d'un architecte. C'est partager, diffuser le cadre de référence. C'est acculturer, c'est-à-dire sensibiliser, accompagner de manière transverse et continue le partage d'une culture commune. Et tout ça, on essaye de le faire en amélioration continue, c'est-à-dire faire des retours d'expérience sur les projets, où ça peut revenir en contribution sur le cadre de référence. Aujourd'hui, où on est, non, j'ai une slide avant. Donc les objectifs de l'architecture d'entreprise, c'est éclairer et influencer les prises de décision en appui à la gouvernance du numérique. C'est projeter des paliers de transformation du SI et accompagner les phases amont des projets. Vous l'avez entendu, c'est un peu notre mantra, la culture commune, œuvrer pour ce partage d'une culture commune. Anticiper l'obsolescence du patrimoine SI et aussi, parce qu'à la base on est des architectes SI, c'est pouvoir faire part de notre expertise ponctuelle sur des projets. Les architectes, je suis désolée, c'est pas très RGPD friendly, ils sont en transformation. Et se transformer, c'est pas juste mettre un chapeau et des lunettes de cow-boy. C'est vraiment, on va un petit peu changer de métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez ces petits bonhommes sur le quadrant Gartner, on n'est pas positionné en tant qu'architecte d'entreprise. On est plutôt sur de la technique, sur du business avec la partie urbanisme. On est plutôt sur solution architecte. Voilà, on navigue sur ces couches-là qui sont plus sur l'expertise, l'accompagnement projet. Et on veut partir sur, parce qu'on a un passage à l'échelle à faire, sur accompagner la vision et surtout outiller notre cadre de référence. Parce qu'elle l'a dit, Anne-Sophie, un petit peu de mal avec la mémoire, moi. Elle l'a dit, Anne-Sophie, c'est bien de nous poser des cadres, mais c'est surtout de nous aider à comment on fait les choses. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous manque, nous, en tant qu'architecte à la GINSI, je pense, c'est de plus aider à les chefs de projet pour comment. Voilà, à toi. Concrètement, c'est bien. Concrètement, comment ça se traduit? Donc, on vous le disait, on va faire 3 focus. Un premier sur l'axe qui est relatif aux communs numériques. Donc, moi, je fais partie de la direction des communs numériques. Donc, le terme, il n'est pas anodin. Donc, il est commun déjà au sens commun en interne. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs strates. Il y a dans cette direction les personnes qui vont gérer les plateformes, par exemple comme ServiceNow, qui sont un commun pour la direction informatique. Un deuxième cran, on va gérer ce qui est l'environnement numérique de travail, donc qui est le commun des agents dont les communes ont choisi de mutualiser la compétence du numérique. On a encore un cran supérieur avec l'environnement numérique de travail public, celui qu'on va trouver par exemple dans les médiathèques. Et là, pour le coup, c'est un commun qui est pour les habitants des communes qui ont choisi de mutualiser la compétence du numérique. Et puis il y a le numérique responsable qui chapeaute un peu, qui englobe en tout cas, et qui lui adresse, comme je vous le disais tout à l'heure, les habitants, non pas uniquement des communes qui ont choisi de mutualiser la compétence du numérique, parce que ça ne ferait pas vraiment sens d'adresser certaines, mais pas d'autres, mais bien du coup les 28 communes. On travaille du coup sur des sujets divers et variés comme aujourd'hui sur des communs externes. Ça peut être des retours d'expérience comme le disait Dorine, ça va être peut-être la construction demain de communs numériques responsables. C'est des choses qui sont en cours de réflexion. En tout cas, pour vous donner un exemple d'engagement, puisque du coup chaque axe contient des engagements, des exemples d'action et des indicateurs pour se piloter tout ça jusqu'à échéance 2026. Donc 2 exemples d'engagement, dont un relatif à la portabilité des données et l'interopérabilité. Et du coup, Dorine, je te laisse enchaîner. Ouais, donc moi, le petit focus, du coup, il est sur la création d'un commun numérique qui a été un peu à l'initiative de la cellule architecture. C'est-à-dire, c'est la plateforme d'urbanisation technique du SI. Donc, vous voyez sur le petit diagramme avec l'arrosoir et les plantes, le rôle d'architecte et ce métier-là, faut être armé de patience, parce que vous voyez qu'on a semé les graines en 2017 et qu'on a récolté 5-6 ans après. Donc il faut vraiment, voilà, c'est des projets de longue haleine pour arriver à se dire, voilà, on met en place ce commun numérique. Et voilà, on a été sollicité du coup pour notre expertise sur le sujet, avec une pilotage de la phase amont benchmark époque. Jean-Rémy s'en rappelle, il est présent. Et le pilotage de la mise en œuvre de la solution. Et en fait, bon, c'est pas un projet technique, mettre en œuvre des briques d'urbanisation du SI, un ESB, du BPM, de l'API management, ça n'a rien de technique. Ce qui est important là-dedans, c'est ce que ça va changer dans les méthodes de travail de nos collègues.
on est sur une transformation de comment on conçoit le système d'information. C'est-à-dire qu'à partir de ces briques-là, on peut créer n'importe quelle application. Alors, pas n'importe quelle, hein. On ne va pas refaire un système RH à partir de ces briques-là, faut pas déconner non plus. Mais voilà, donc du coup, ce qui est marrant, ça rejoint la slide de Léa juste avant, c'est que la création de cette plateforme, elle a nécessité qu'on adapte l'organisation pour la prise en charge de cette plateforme. Du coup, c'est dans la direction de Léa, qui est un service plateforme, qui aujourd'hui s'occupe de cette plateforme. J'ai autre chose à dire, je crois pas. L'autre zoom, éco-conception et accessibilité. Donc c'est un autre des axes de la politique numérique responsable. Alors nous au début, pour être tout à fait sincère, l'éco-conception, on ne s'est pas forcément dit que c'est là où on allait mettre le plus d'énergie. Parce que tout simplement, en proportion, on a beaucoup plus de progiciels que d'applications qu'on développe en propre. Donc ça nous paraissait quand même extrêmement important, mais pour autant, on avait des leviers au niveau, par exemple, du cycle de vie des équipements à activer, au niveau des marchés qui pouvaient avoir des impacts plus rapides que peut-être l'éco-conception. Pour autant, on s'est dit qu'on allait y aller. Et on a profité du lancement d'un projet assez innovant sur pas mal d'aspects, qui est un projet de refonte du portail usager, pour se dire, et si on en profitait pour embarquer dans ce projet également une brique d'éco-conception. Donc on a choisi de partir avec GreenSpector pour nous accompagner, donc à la fois en termes d'outillage. Alors je ne sais pas, certains d'entre vous, GreenSpector, est-ce qu'il y en a qui le connaissent ? Toi aussi, tu fais des trucs que tu n'avais pas prévus. T'as vu, je prends mes aises. GreenSpector, c'est une entreprise nantaise qui fait partie d'un écosystème dans lequel il y a aussi notamment Aguaro, avec qui on travaille pour l'outil de mesure d'empreinte carbone dont je vous parlais tout à l'heure. Et GreenSpector, donc, il propose un outillage pour mesurer sur des bancs au réel qu'est-ce qui se passe en termes de conso sur l'équipement quand quelqu'un navigue sur un service web. Donc il y a à la fois la partie outillage et la partie accompagnement. Donc on a eu une partie de sensibilisation, de formation. On a commencé à travailler avec eux à une matrice des bonnes pratiques. Parce que moi, mon souci dès le début, ça a été de dire, alors moi je vais arriver avec mes sujets auprès de chefs de projet qui ont déjà beaucoup de boulot, qui ont déjà beaucoup de référentiels généraux à respecter. Il y a déjà tout le RG2A, et Anne-Sophie l'a rappelé ce matin, on est bien loin de respecter les obligations au niveau du RG2A. Et là, moi, j'arrive avec le petit dernier, avec le RGESN, pour aller voir mes collègues. Donc, en fait, moi, j'essayais juste de ne pas me prendre une porte dès le début, de ne pas braquer tout le monde avec mon sujet. Donc, j'ai choisi une approche vraiment collaborative, en soutien, en partant d'abord avec les personnes qui avaient envie et surtout en essayant de passer le message que je pense qu'il faut éviter de le voir comme une couche supplémentaire sur un millefeuille. Je pense qu'il faut essayer de voir les synergies qu'il y a finalement et la cohérence qu'il y a entre ce qui relève de l'éco-conception, de l'accessibilité et de l'UX. Il y a quand même plein de choses où quand on le fait dans un sens, ça travaille pour les trois en même temps. Il doit y avoir des exemples contradictoires, mais globalement, quand on fait quelque chose d'éco-conçu et d'accessible, on a globalement une bonne expérience utilisateur parce que finalement, elle est simple, elle va à l'essentiel, on ne perd pas l'utilisateur, donc normalement, l'un concourt à l'autre. Une fois qu'on s'est dit ça, c'est un peu compliqué quand même d'identifier les bonnes pratiques qui concourent à toutes. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on a terminé, c'est encore en cours. Ça fait partie de ce qu'on espère faire avec le porteur de l'axe qui est dans la salle, sans mettre de pression. Donc c'est ce qu'on doit faire sur les 3 prochaines années, entre autres. Et donc on a mené cette expérimentation d'éco-conception. On s'est donné un éco-score à atteindre, donc de 60 sur 100. En ambition minimum, et une ambition rêvée de 80 sur 100, à une cible qui reste à déterminer. En tout cas, voilà, cette idée de se dire on est en amélioration continue et au fur et à mesure qu'on gagne en maturité, on fera mieux la prochaine fois, on fera mieux sur d'autres projets. Mais ce qu'il faut arriver à faire vivre, c'est vraiment... Parce qu'on peut éco-concevoir quelque chose, mais si dans le temps, il ne vit pas correctement, tout le travail réalisé, finalement, sera perdu rapidement s'il n'y a pas quelque chose qui infuse dans les pratiques et qui se traduit dans un suivi régulier. Et c'est plus ça l'enjeu. Pour nous, aujourd'hui, c'est vraiment de faire rentrer les pratiques d'éco-conception dans nos méthodologies de travail. On peut peut-être ajouter que sur le sujet, on n'est pas tout seul à travailler là-dessus. Et on a notamment échangé avec Pôle emploi, qui a démarré quand même une démarche qui est un peu plus en avance que nous et qui a notamment fait pas mal de fiches de bonnes pratiques sur l'éco-conception. Et donc, voilà, on n'est pas tout seul sur ce sujet, donc autant se mettre à plusieurs aussi pour réfléchir et partager là-dessus. Et il prévoit d'en faire un commun. Et voilà, un commun vis-à-vis de l'externe.
Le cadre des références, on y revient. Et comment ça s'est matérialisé chez nous? C'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait des règles d'architecture et de gouvernance du SI qui étaient définies dans les projets, qui n'étaient pas capitalisées, pas partagées, pas référencées, pas connues, etc., etc. Et donc, du coup, avec des pratiques différentes au sein des équipes. Donc, en 2021, on a créé, par collaboration, par co-construction avec l'ensemble des équipes de la GINSI, un cadre normatif partagé de gouvernance qui est dans notre référentiel d'architecture du AE, donc dans Cassis, qui s'appelle comme ça, qui est co-construit. C'est une gouvernance partagée. Ça nous aide pour le contrôle de la conformité et la maîtrise de l'évolution. Donc, petit à petit, ce référentiel de règles, il prend plus de place. C'est-à-dire qu'on l'a créé, on l'enrichit. Tous les mois, il y a des règles qui passent dans notre comité de gouvernance d'architecture qui sont validées par l'ensemble des membres de ce comité, qui est l'équivalent d'un CODIR. Et aujourd'hui, depuis quelques mois, on va un petit peu plus loin encore, c'est-à-dire que quand les projets passent dans ce comité d'architecture, on affiche le niveau de conformité des projets vis-à-vis de ces règles. On n'est pas encore sur une design authority, ça viendra peut-être. Et du coup, on va encore de plus en plus vers de la conformité by design. Cette route, elle est longue, elle n'est pas facile. Elle a démarré en 2017. Je vois Olivier, qui est mon directeur, qui rigole. Avec du diagnostic d'architecture, c'est-à-dire qu'on pose 150 questions au chef de projet sur la partie technique, etc., etc. Voilà, pour aujourd'hui, aller vers du by design, ça prend du temps. Mais c'est un préalable. Sans ce cadre de référence, on ne peut pas dire qu'on fait du by design. Parce qu'il y a le by design de Léa, avec l'éco-conception. Demain, il y a quelqu'un d'autre qui arrive avec autre chose. Faudra le faire aussi. Donc nous, on est beaucoup plus large, en fait. L'accessibilité, tu en as parlé déjà ? Tu peux ? J'en ai parlé un petit peu, pas Allez, trop, parce qu'effectivement, le pilote, on l'a axé sur l'éco-conception, mais comme je vous le disais, c'est lié. En fait, on ne peut pas penser éco-conception sans penser accessibilité. Et d'ailleurs, dans les premiers résultats d'accessibilité, les éléments à corriger, finalement, étaient beaucoup communs avec ceux de l'éco-conception. En travaillant sur l'un, après, on a amélioré l'autre. Donc, c'est vraiment important de se dire que c'est pas en plus, c'est complémentaire. Et puis, ça donne un angle de vision un peu différent à chaque fois, ce qui apporte quand même pas mal de richesse. C'était court, pour une fois. Oui, toi qui voulais pas, tu parles respecter beaucoup le timing. Quand même, hein. Moi, je vais rajouter un petit peu, je vais enfoncer un peu le clou. Voilà, donc la logique by design, elle prend en entrée notre référentiel de règles, elle l'applique, elle enrichit notre cadre de référence. Et du point de vue de l'AE, c'est pas que l'éco-conception, c'est pas que l'accessibilité, c'est aussi la sécurité du système d'information, c'est aussi l'architecture. Et donc, il s'agit de prendre en compte les éléments qui s'imposent à nous, cadre réglementaire, la sécurité, les éléments qui sont issus de notre stratégie d'entreprise, nos choix technologiques, nos normes technologiques, le numérique responsable, qui aujourd'hui n'est pas encore réglementaire, donc c'est vraiment notre stratégie d'aller dessus en avance de phase, les normes et standards du marché, parce que ça ne sert à rien de réinventer la roue quand ça a déjà été écrit, et les éléments qui sont issus de nos retours d'expérience. Donc le cadre de référence, il s'applique au projet pour une conformité by design, et il y a une boucle de rétroaction des projets qui réalimente le cadre de référence pour le mettre à jour. On est pas mal là niveau timing. On est bien. Et donc c'est un changement de paradigme. C'est de passer d'une stratégie où on était... c'était pas vraiment une stratégie, c'était plutôt subi comme choix, c'était de dire qu'on était a posteriori. On faisait un diagnostic, une analyse de choses qui nous arrivaient, et on disait c'est pas conforme, c'est pas ci, c'est pas ça. Et bien là, on change de stratégie et on dit il faut être comme ça d'entrée. Et du coup, les cartes sont claires dès le début du projet. On va zoomer maintenant sur l'éco-score projet. C'est quelque chose qu'on a fait en commun avec Léa. Oui, puisque du coup, sur un des axes, il y a l'idée d'évaluer et de piloter. Donc, quand on s'est mis en objectif de se dire, OK, l'idée, c'est de trouver un juste équilibre entre la valeur et les impacts générés, comment est-ce qu'on mesure ça ? Nous, on a estimé qu'en termes de maturité, on n'allait pas se lancer, en tout cas sur une V1, dans un calcul d'impact hyper technique entre essayer de calculer la valeur par rapport aux objectifs de développement durable et puis essayer de calculer l'empreinte carbone avec des analyses de cycle de vie. Enfin, ça nous paraissait vraiment extrêmement complexe. Donc, on a choisi
de travailler plutôt à un outil qui finalement est un outil de sensibilisation et un outil qui nous permette d'avoir un état de la maturité des agents, d'une part de la direction informatique et d'autre part des métiers pour lesquels on travaille et pour lesquels on met à disposition des services et outils numériques. Moi, je suis arrivée avec mon cahier de charge avec Dorine, je lui ai fait ça a l'air vachement sympa, tu as un outil là en cours, je voudrais bien m'incruster dedans, parce que je m'incruste beaucoup avec mes sujets, hein. J'essaye de me mettre partout. Donc, je lui ai dit, c'est cool Léa, viens, nous on fait un autodiag qui est généraliste, ça pose des questions sur le projet, sur l'architecture, un petit peu la sécurité, et derrière on avait une quinzaine de questions. Après le passage de Léa, on était à 45 questions. Donc on s'est dit qu'on allait faire un atelier pour... Je suis effectivement arrivée avec une trentaine de questions. On a négocié. Et puis en groupe de travail, on est arrivé à tirer la quintessence des questions qu'on voulait poser. On a censuré, voilà. On m'a passé à 5 questions. T'exagères. C'était l'occasion de le partager. Là, je vais te censurer parce qu'il reste 13 minutes. Oui, je voudrais bien la slide d'après. Ok, je te la mets. On n'avait pas répété du tout ça, ce petit numéro. Je voulais juste vous donner une visibilité sur à quoi ça peut ressembler. Alors pour être tout à fait honnête, on ne l'a pas encore testé, parce que j'attends que Dorine le mette en prod. C'était l'occasion. Dorine est absente pour le moment. Les 5 questions qui restent. Donc, il y a le questionnement du besoin. Je vous ai dit que c'était notre mantra, donc forcément c'est la première question. Non pas de venir questionner est-ce que votre besoin est légitime, non, est-ce que le numérique est indispensable pour couvrir le besoin métier exprimé. Donc, ça, c'est la première question. Ensuite, on a parlé de fracture numérique. Donc, la deuxième question, c'est est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il est prévu de mettre en place une alternative non numérique, puisque ça fait partie des sujets d'inclusion numérique. Il y avait des questions relatives au matériel. On m'en a laissé qu'une, donc il a fallu choisir. Donc, ce qu'on a voulu se demander, c'est est-ce que le matériel qui sera utilisé sera dédié uniquement à la solution qui est portée par le projet, ou est-ce que ça pourra servir à d'autres finalités? Donc, toujours dans cette optique de rationaliser, de mutualiser et d'essayer de faire plus avec moins. Si tu m'offres une bière, je peux la rajouter. Hein. Oui, ça marche. Sur l'aspect logiciel, la gestion du cycle de vie du logiciel, parce que je ne sais pas pour vous, mais nous, quand on a eu certains sujets au moment de la mutualisation, notamment des historiques applicatifs impossibles à décommissionner ou extrêmement difficiles à décommissionner parce que ça n'avait pas été prévu dès le début. Et donc le métier voulait le garder. Il ne voulait pas le lâcher. Donc c'était un vrai travail de longue haleine de persuader le métier qu'il n'allait pas perdre sa donnée et que c'était bien de passer sur l'application cible, qu'on ne gardait pas les deux, en fait. Voilà. Donc c'est bien de se le poser dès le début, la question, donc c'est pour ça que ça fait partie des questions. Et la dernière, c'est la finalité. C'est la finalité au global. Est-ce qu'on considère que le projet contribue au développement durable du territoire ? Je pense que ça va être un peu compliqué de répondre à cette question, mais en tout cas, nous, ce qu'on veut déjà, c'est que les gens se posent la question. Voilà. Et ensuite, il y a un deuxième cercle d'analyse qui permet de calculer la criticité, donc en fonction du budget, de l'ampleur du projet, etc. Et un dernier cercle qui serait des questions que peut-être Dorine acceptera d'inclure à terme dans l'autodiag. Il faudra être gentil avec moi. Nous, notre mantra, c'est transformer la contrainte en valeur. Donc, même un autodiagnostic, ça peut être contraignant pour les chefs de projet. Même répondre à 15 questions, même si ça leur prend que 10-15 minutes, ça pourrait être vu comme une contrainte. Un peu moins que le diag d'archi. Ça prend pas 15 minutes, soyons sains. Si, ça a été testé, ça. Ça, je l'ai fait. Donc, ça fait quand même un peu moins peur que 150 questions d'un diagnostic complet, mais c'est quand même un petit peu une contrainte. Donc, comment on transforme ça en apport de valeur ? Eh bien, en guidant, en donnant le score de maturité du projet, mais ce n'est pas ça qui va les intéresser le plus. J'espère que ce qui va les intéresser le plus, c'est qu'on va leur proposer et on va leur dire, en fonction des questions auxquelles tu as répondu, voici, il y a 8 architectures de référence aujourd'hui, parmi les 8, ton projet il peut s'inscrire dans la 1 et la 2. Point. Il ne peut pas être fait avec la 3 et la 4. Donc ça, déjà, normalement, ça doit leur apporter de la valeur pour les guider, etc. Et l'autre truc, c'est que par rapport à ces architectures de référence, c'est qu'on a des règles qui y sont associées. Donc on va déjà les guider, premier pas vers la logique by design, en leur disant c'est l'architecture de référence numéro 1, et du coup, tu dois être conforme aux règles qui y sont associées.
Donc ça, c'est l'autodiagnostic qui doit sortir bientôt sur les écrans de la GINSI. Ça fait un petit moment que je le promets, mais là, j'ai plus le choix maintenant. Vu que je l'ai présenté à BDX.io, là, il faut que je m'y remette à fond. Et pour aller plus loin dans la maturité collective et dans la sensibilisation, avec mes collègues architectes que vous avez vus en photo tout à l'heure, on n'était pas déguisés, mais on a fait des sessions de sensibilisation et on a essayé de gamifier l'architecture d'entreprise pour essayer de faire monter en maturité tout le monde. Donc on a créé un jeu des 8 familles. Ça concerne quels sont les types de populations qui vont faire du numérique, des agents, des usagers, des partenaires, etc. Ça concerne les données, ça concerne les architectures de référence. Le numérique responsable. Évidemment, évidemment. Je ne sais plus, dans la partie réglementaire, la partie jeune, on a le numérique responsable, évidemment. Ça concerne la cartographie du SI et toutes les cartographies, toute la connaissance qu'on peut apporter. Ça concerne le socle d'infrastructure, etc. Donc on a créé un plateau avec un petit peu le parcours, pas du combattant, mais le parcours projet chez nous. Et à pour démarrer, on était par équipe de, je sais pas, 6-8, et on leur a fait faire vie ma vie. C'est-à-dire qu'un chef de projet, il prenait la place d'un chef de projet technique, un chef de projet classique qui prenait peut-être la place d'un chef de projet sécurité, etc., etc. Pour que chacun puisse comprendre les contraintes des uns et des autres et se mettre dans les peaux des autres et voir comment ce parcours projet il se fait. Quand on regarde de la fenêtre d'à côté, des fois, on ne voit pas tout à fait de la même façon. Et donc, on gagnait des points bonus, etc., etc. Voilà. C'est une action de sensibilisation qu'on a menée en je ne sais plus quand. Mais peu importe. Je crois que j'ai fini, moi. Il nous reste combien de temps, les timekeepers ? Il restait 2 minutes et tu as dit que 5. tu faisais la conclusion. Et on a la conclusion et après, c'est fini. Donc la conclusion en 2 parties. Tout ça, ça vous montre qu'on est sur un changement de paradigme. Gros clin d'œil à Olivier qui m'a donné ça hier. On passe de la construction du SI à la conception du SI. Et c'est pas pareil, c'est pas tout à fait le même métier. Mais on va tous y arriver, on va tous monter en maturité. Pour ça, on a quel levier, Léa ? On a parlé du levier de l'achat. Donc on le retrouve là, parce que comme on disait, si on doit concevoir, on ne conçoit pas seul aujourd'hui, on conçoit avec des partenaires, des titulaires de marché. Et donc s'ils ne sont pas alignés, s'ils ne sont pas au fait de notre ambition et de ce qu'on a comme trajectoire, on n'y arrivera pas. Donc forcément la politique d'achat. Et on a celui de la sensibilisation. Ce qu'on vient de faire là, c'est de la sensibilisation. On est tous acteurs de l'architecture d'entreprise et du numérique responsable. Vous êtes tous peut-être des développeurs ou participez au numérique. Et ben voilà, l'éco-conception, le numérique responsable, l'architecture d'entreprise, tous ces éléments-là et comment vous pouvez aussi le prendre en compte parce que peut-être que vous faites des logiciels qui derrière finissent, enfin peu importe où ils finissent d'ailleurs, mais voilà, qu'ils soient dans une collectivité territoriale ou dans une boîte privée, peu importe, voilà, faut tous qu'on fasse notre petite contribution au numérique responsable. Je crois qu'on a fini. Oui. Si vous avez des questions. Merci Léa, merci Dorine. Vous parliez tout à l'heure d'une boucle de rétroaction pour intégrer les actions des équipes dans le cadre de référence. Est-ce que vous avez des exemples ou des choses qui ont bien marché, qui n'ont pas marché ? Piège. Merci Jean-Rémy. Je ne sais pas si je dois te dire merci. Des exemples, là concrètement, j'en ai pas qui me viennent à l'esprit, mais je me tourne vers mes camarades qui en ont peut-être là. Fred, Alex, vous n'avez pas des idées d'exemples ? Non, on n'a pas d'exemple, désolé, pas là comme ça. On pourra revenir vers toi, il n'y a pas de souci. Mais merci pour ta question, Jérémy. Tu aurais pu me la dire avant quand même. Hein. Quel accueil vous recevez pour l'instant avec cet EcoScore et ce AutoDiag ? J'imagine que vous en avez déjà un peu parlé, même si ce n'est pas déployé. Alors, on a travaillé avec un petit groupe de chefs de projet
qui a plutôt bien accueilli la démarche, surtout en se disant on se plug sur quelque chose qui va leur être demandé de toute façon, pour éviter justement d'accumuler, d'alourdir encore plus pour eux. Parce que, Dorine, le mot lui a échappé, elle a parlé de parcours de combattants. Franchement, pour les chefs de projet, on est quand même sur des projets souvent extrêmement complexes, avec des obligations réglementaires toujours plus. Et c'est bien, ça poursuit une finalité, mais n'empêche que ça rajoute vraiment de la complexité. Donc, je pense que le fait de venir se plugger sur de l'existant a été apprécié dans la démarche de simplification. Et puis, le fait qu'on m'ait limité à 5 questions, je pense que du coup, ils ont apprécié. Quand je dis qu'au début, il y en avait 30, forcément, ils accueillent mieux les 5. Donc... voilà, mais je pense que c'est bien accueilli, parce que l'objectif, encore une fois, c'est pas de pénaliser, c'est pas de venir dire c'est pas bien ou c'est bien. L'idée, c'est de venir, grâce aux réponses, c'est de venir se dire, ok, est-ce qu'en fait, le chef de projet n'a pas posé les questions parce qu'il s'en fiche, parce qu'il sait pas que ça existe, donc est-ce qu'il y a besoin de sensibiliser plus nos collègues de la direction informatique, ou est-ce qu'il y a pensé, il l'a fait, et puis finalement, le métier lui a dit, ok, c'est sympa ce que tu me dis, mais en fait, on va quand même faire comme moi j'ai envie. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose, et pour nous, ce n'est pas tout à fait les mêmes actions à lancer derrière. Il y en a où on va plus travailler avec nos collègues, et il y en a où on va peut-être plus mettre d'actions de sensibilisation auprès du métier. Pour compléter, c'est vraiment ce que disait Léa, ce qui leur plaît, c'est la démarche transverse. C'est-à-dire qu'on ne vient pas les questionner une première fois pour un score de sécu, une deuxième fois pour un score UX, une troisième fois pour un score d'éco-conception. On essaye de faire ça dans un outil commun, parce qu'au final... il y a pas mal de questions qui se recoupent, qui vont contribuer à ces différents scores. Et ce qui leur plaît dans la démarche, c'est de faire ça une fois et que ça leur donne les indicateurs sur le score de maturité sur les différents éléments. Bonjour, merci pour la présentation. Je voulais savoir si vous aviez partagé vos travaux avec d'autres métropoles. Est-ce que vous prenez des exemples ou des travaux d'autres métropoles? Est-ce que ça vous aide ou ça reste quand même très personnel, j'ai envie de dire, pour la métropole de Bordeaux? Merci pour la question. Donc, côté architecture, je laisserai Léa répondre sur la partie numérique responsable. On essaye, oui, de s'ouvrir et de travailler avec, pas que d'autres collectivités d'ailleurs. On a des échanges avec le Grand Lyon, voilà, avec qui on a partagé comment eux ils travaillent sur la partie architecture d'entreprise, quel est leur cadre de référence, etc. Des fois, on échange aussi avec Nantes, je crois, et on essaye d'aller un petit peu au-delà, donc notamment grâce à des places où on peut échanger avec Archilocus sur Bordeaux. Je ne sais pas si vous connaissez. On a échangé avec Pôle Emploi. Ce qui nous a permis, alors moi je les ai rencontrés sur cette conférence-là, et du coup ce qui a permis qu'on récupère les méthodos pour la partie éco-conception, et on a eu des échanges sur les pratiques d'architecture d'entreprise avec EDF. Donc voilà, on essaye de s'ouvrir et de partager au mieux ces pratiques, parce que ce qui peut être compliqué dans l'architecture d'entreprise, c'est qu'il ne faut pas être dogmatique. C'est pas, alors il y a le grand guide de l'architecture d'entreprise, c'est TOGAF. Vous prenez TOGAF et vous le mettez en place. Non, ce qui est vraiment important pour que ça soit, je pense, utilisé, c'est de l'adapter à son contexte. Donc il y a forcément des choses, il n'y a pas une réponse pour toutes les organisations. Chaque organisation peut s'inspirer des autres, mais trouver sa voie, sa réponse et comment le faire. Du coup, sur le numérique responsable, on fait partie de l'Institut du numérique responsable, notamment. On fait aussi partie de Planète Tech Care. Enfin, voilà, on fait partie de plusieurs organisations qui nous donnent l'occasion d'échanger avec nos pairs sur ces sujets. On échange très régulièrement avec Rennes, Nantes, Strasbourg. Enfin, il y en a beaucoup. Dès qu'on peut, on essaie de faire un retour d'expérience. C'est extrêmement riche d'enseignements. On se pose tous les mêmes questions, globalement. On n'apporte pas les mêmes réponses. D'abord parce que Dorine le disait, ça dépend de l'histoire, des spécificités de chacun, des points forts, des points faibles. On commence pas par le plus compliqué pour son organisation. C'est mieux de commencer par ce qui est le plus simple et qui est le plus rapide à mettre en œuvre et qui va être un succès. Ça encourage pour la suite. Commencer par les 10% de personnes, par exemple, qui sont climato-sceptiques. Enfin, voilà, je pense que c'est pas forcément un facteur de succès. On va peut-être s'épuiser. En tout cas, dès qu'on peut, effectivement, on échange avec d'autres collectivités et on est en train de réfléchir avec une petite dizaine d'entre elles à qu'est-ce qu'on pourrait co-construire comme commun, qui pourrait ensuite être mis à disposition d'autres collectivités
qui seraient peut-être de taille moindre que les nôtres et qui donc n'ont pas les mêmes moyens, ne peuvent pas passer le temps qu'on est en train de passer, nous par exemple aujourd'hui, pour parler de ce sujet. Donc l'idée, voilà, ça serait de construire au moins un, j'espère plusieurs communs, qui pourront ensuite être mis à disposition d'un ensemble de collectivités. Ils vont te virer de la scène, Léa, je crois. Ils nous regardent depuis tout à l'heure. Ok, donc on a fini. Tu ne voulais pas parler, je te rappelle.